le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes ministre porte-parole du gouvernement. Depuis le 13 août dernier, le chef de l'État a pris la décision de faire une déclaration d'urgence sanitaire nationale. Et la question fait aujourd'hui débat. Qu'est-ce que cela voudrait dire et qu'est-ce qui fait la différence entre cette décision du chef de l'État et la décision d'état d'urgence dans les autres pays? Alors, l'état d'urgence tel qu'il est prévu par notre Constitution, et je ne sais pas trop, mais peut-être tel qu'il a été appliqué, en tout cas en Sierra Leone et au Libéria, est totalement différent de la déclaration d'urgence sanitaire nationale. Je vous donne un exemple très simple. J'ai pris mes anciens cours de droit constitutionnel. Quels sont les pouvoirs spéciaux qui peuvent être proclamés durant un état d'urgence? Ce sont des pouvoirs qui sont attribués au gouvernement en vertu de la Constitution ou de lois statutaires et qui peuvent entraîner ceci: la restriction des libertés de la presse et l'interdiction des réunions publiques, le déploiement de forces armées sur le territoire national, l'éviction des lieux d'habitation ou de travail, la fouille des maisons et d'autres lieux privés sans mandat, des arrestations sans charge, la confiscation et ou la destruction des propriétés privées avec ou sans compensation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne crois pas que c'est ce que la Guinée veut faire pour son pays, et cela d'ailleurs nous a été fortement déconseillé lorsque le jour même où le président a pris la déclaration d'urgence, lorsque nous en avons débattu avec nos partenaires au développement, l'OMS, mais également les représentations diplomatiques occidentales. Il s'agit dans la déclaration d'urgence sanitaire nationale, donc pas déclaration d'état d'urgence, déclaration d'urgence sanitaire nationale, de prendre des mesures complémentaires qui viennent compléter celles qui ont déjà été prises. Les points les plus saillants, ce sont notamment le cordon sanitaire autour du périmètre frontalier de la zone concernée, la restriction du déplacement des personnes, et notamment des personnes contacts qui elles-mêmes sont interdites de se déplacer de l'endroit où elles sont. Donc toutes les mesures qui ont été énoncées dans la déclaration d'urgence sanitaire qui vont permettre d'aller plus loin dans la riposte de la lutte contre Ebola et surtout d'éviter des contaminations supplémentaires, donc briser la chaîne de contamination. C'est cela la déclaration d'urgence sanitaire nationale. Complètement différente de la déclaration d'état d'urgence. Tout à fait différente, ça n'a rien à voir. Voilà. Monsieur le ministre, par ailleurs, l'autre question qui se fait passer aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est pourquoi c'est maintenant que le chef de l'État prend cette décision? Tout simplement parce que c'est maintenant que l'OMS, après la réunion du comité d'urgence du règlement sanitaire international, a pris cette décision et a demandé aux États de l'appliquer. C'est aussi simple que ça. Prendre cette décision. Pourquoi c'est maintenant que le chef de l'État a décidé de prendre la décision? Parce que tout simplement, c'est maintenant que l'OMS nous a demandé de prendre cette mesure. Elle-même a pris cette décision suite à la réunion du comité d'urgence du règlement sanitaire international. Voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte parce qu'effectivement, beaucoup de personnes de mauvaise foi d'ailleurs disent un peu tout et n'importe quoi sans vraiment savoir ce qu'il y a au fond de cette décision-là. Le comité d'urgence du règlement sanitaire international s'est réuni il y a quelques jours avec toutes les personnes concernées par la lutte contre Ebola dans les pays concernés, c'est-à-dire la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, au cours de laquelle chaque État a fait part de ce qui se passait chez lui et des mesures qui étaient prises pour contrer l'épidémie Ebola. Et la Guinée a eu droit à 2h30 d'intervention pour expliquer ce qui se passait en Guinée et comment on faisait notre lutte. Le docteur Keïta était là-bas et donc ça a permis notamment par ce comité d'urgence de prendre en compte, vous le verrez, et ça se voit dans le communiqué qui a été fait, tout ce qui existait déjà en Guinée dans cette lutte et qui, pour certaines mesures, s'apparente déjà à cette urgence sanitaire internationale qui existe. Sinon, bien avant cette décision de l'OMS, la Guinée avait toujours demandé est-ce qu'il était opportun de mettre par exemple la zone concernée en quarantaine, est-ce qu'il fallait fermer les écoles, le ministre Kourouma l'avait demandé. On nous a toujours dit c'est totalement improductif et c'est même mauvais parce que à ce moment-là, vous perdez la collaboration des populations qui, dès l'instant où elles savent qu'elles sont stigmatisées, ne viendront plus déclarer
les morts, n'observeront plus les règles d'hygiène et se cacheront même des services pour exporter la maladie ailleurs. Donc voilà pourquoi nous sommes restés conséquents et cohérents avec notre démarche qui est celle de respecter les directives de l'OMS et accessoirement également de Médecins sans frontières qui ont l'expertise, qui ont l'autorité pour imposer un certain nombre de mesures. C'est tout simplement parce qu'au stade où on est arrivé, elles nous ont demandé, en se basant également sur notre expérience, elles ont demandé à tous les États d'observer. Donc vous pouvez par exemple prendre l'état d'urgence et ne pas respecter les règles de l'urgence sanitaire nationale. Par contre, l'urgence sanitaire nationale impose un certain nombre de règles qui ne font pas partie forcément de celles qui sont prévues par un état d'urgence, mais qui sont absolument nécessaires pour contrer l'épidémie. Et ces mesures-là, pour la plupart d'entre elles, étaient déjà appliquées en Guinée, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est reconnu comme l'État qui a le plus suivi les directives qui ont été dictées, qui a été totalement transparent et qui a fait le plus d'efforts en termes de lutte contre l'épidémie Ebola. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 12 patients. On ne présage pas, on ne peut pas éviter que demain il y ait un pic par-ci par-là, mais je pense que la Guinée, pour le moment, est sur la bonne voie dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Monsieur le ministre, pour finir, en tout cas, qu'est-ce que le gouvernement peut donner comme message aux communes de Guinée, à la population guinéenne, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur, pour rassurer les uns et les autres de la disposition du gouvernement et de la déclaration d'urgence sanitaire que le gouvernement a lancée et ce qu'on pourrait attendre aussi comme perspective? Que les Guinéens soient rassurés que toute la communauté internationale, en tout cas médicale, ceux qui sont spécialisés dans la lutte contre le virus Ebola, accompagnent la Guinée dans sa lutte et est confiante dans la capacité de la Guinée à répondre et à respecter ses engagements internationaux et les directives qui lui sont données. Aujourd'hui, les seuls obstacles qui se sont posés à nous, c'était peut-être un manque de ressources aujourd'hui qui commence à arriver et peut-être des résistances des populations alimentées par des croyances culturelles ou cultuelles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été ajouté dans cette déclaration d'urgence nationale, une mise en garde contre toute personne qui est en train de s'opposer aux mesures qui sont prises pour contenir, maintenir et sensibiliser les populations. Donc je crois que la population peut avoir confiance au gouvernement guinéen, surtout respecter scrupuleusement toutes les directives qui sont données. Aujourd'hui, il est clair qu'en Guinée, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a une épidémie Ebola. Donc la communication a fonctionné. Et personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas contracter la maladie. De ce côté également, la communication a fonctionné. Restaient les moyens, ils sont en train d'être déployés. Restaient les différentes petites résistances par-ci par-là, qui aujourd'hui également sont gérées par une application stricte des règles de sécurité pour éviter la propagation de la maladie. Merci, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, vous êtes le porte-parole du gouvernement et depuis le 13 août dernier, le chef de l'État a fait la déclaration d'urgence. Alors, l'état d'urgence est un régime spécifique prévu par la Constitution pour répondre à des situations exceptionnelles, notamment des catastrophes et autres, et qui permet d'adopter un certain nombre de mesures qui ramènent pratiquement tous les pouvoirs au niveau de l'exécutif. Je vous donne un exemple très simple. J'ai plongé un peu dans mes cours de droit constitutionnel. On dit quels sont les pouvoirs spéciaux qui peuvent être proclamés durant un état d'urgence. C'est une situation où des pouvoirs spéciaux d'urgence sont attribués au gouvernement en vertu de la Constitution de loi statutaire. Et en vertu de ces pouvoirs, le gouvernement peut restreindre les libertés, notamment la liberté de la presse, donc votre liberté, l'interdiction de réunions publiques, déployer les forces armées sur le territoire national, procéder à l'éviction des lieux d'habitation ou de travail.